Le système est arbitraire en son point de départ puisqu'il néglige d'une façon consulter toute différence et toute identité qui ne porte pas sur la structure privilégiée, mais rien n'empêche en droit qu'on puisse un jour, à travers cette technique, découvrir un système qui serait naturel. À toutes les différences dans le caractère correspondraient les différences de même valeur dans la structure générale de la plante. Et inversement, tous les individus ou toutes les espèces réunies sous un caractère commun auraient bien en chacune de leurs parties le même rapport de ressemblance. Mais on ne peut accéder au système naturel qu'après avoir établi avec certitude un système artificiel, au moins en certains domaines du monde végétal ou animal. C'est pourquoi Linné ne cherche pas dans l'immédiat à établir un système naturel, avant que soit parfaitement connu tout ce qui est pertinent pour son système. Certes, la méthode naturelle constitue la première et la dernière vue des botanistes. Et tous ces fragments doivent être recherchés avec le plus grand soin. Comme Linné l'a fait lui-même dans ses classes plantarum. Mais à défaut de cette méthode naturelle encore à venir dans sa forme certaine et achevée, les systèmes artificiels sont absolument nécessaires. De plus, le système est relatif. Il peut fonctionner avec la précision qu'on désire. Si le caractère choisi est formé d'une structure large, avec un nombre de variables élevé, les différences apparaîtront très tôt. Des questions dépendent pas d'un individu à un autre, même si lui est tout à fait voisin. Le caractère est alors tout proche de la pure et simple description. Si au contraire la structure privilégiée est étroite et comporte peu de variables,
les différences seront rares et les individus seront groupés en masse compacte. On choisira le caractère en fonction de la finesse du classement qu'on veut obtenir. Pour fonder les genres, Tournefort a choisi comme caractère la combinaison de la fleur et du fruit, non pas comme Césalpine, parce que c'était les parties les plus utiles de la plante, mais parce qu'il permettait une combinatoire qui était numériquement satisfaisante. Les éléments empruntés aux trois autres parties, racines, tiges et feuilles, étaient en effet ou trop nombreux si on les traitait ensemble, ou trop peu nombreux si on les envisageait séparément. Linné a calculé que les 38 organes de la génération, comportant chacune les 4 variables du nombre, de la figure, de la situation et de la proposition, autorisant 5 776 configurations qui suffisant à définir les genres. Si on veut obtenir des groupes plus nombreux que les genres, il faut faire appel à des caractères plus restreints, caractères factices convenus entre les botanistes, comme par exemple les sul étamine ou le sul pistil. On pourra ainsi distinguer les classes ou les ordres. Ainsi, le domaine entier du règne végétal ou animal pourra être quadrillé. Chaque groupe pourra recevoir un nom, si bien qu'une espèce, sans avoir à être décrite, pourra être dessinée avec la plus grande précision par les noms des différents ensembles dans lesquels elle est emboîtée. Son nom complète travers tout le réseau des caractères qu'on établit jusqu'aux classes les plus élevées. Mais comme les fait remarquer Linné, ce nom, pour la commodité,
doit rester en partie silencieux. On ne nomme pas la classe et l'ordre. Mais l'autre part doit être sonore. Il faut nommer le genre, l'espèce et la vérité. Vérité. La plante ainsi reconnue dans son caractère essentiel est dessinée à partir de lui énoncera en même temps que ce qui la désigne précisément. La parenté qui la lie à celle qui lui ressemblant et appartenant au même genre, dont à la même famille et au même ordre. Elle aura reçu à la fois son nom propre et toute la série, manifeste ou cachée, des noms communs dans lesquels elle se loge. Le nom générique est pour ainsi dire la monnaie de bon aloi de notre république botanique. L'histoire naturelle aura accompli sa tâche fondamentale qui est la disposition et la dénomination. La méthode est une autre technique pour résoudre le même problème. Au lieu de découper dans la totalité décrite les éléments, rares ou nombreux, qui serviront de caractère, la méthode consiste à les déduire progressivement. Déduire est ici apprendre au sens de soustraire. On parle, c'est ce qu'o fait Adanson dans l'examen des plantes du Sénégal. D'une espèce arbitrairement choisie ou donnée d'abord par le hasard de la rencontre. On la décrit entièrement selon toutes ses parties et en fixant toutes les valeurs que les variables ont prises en elle. Travail qu'on recommence pour l'espèce suivante, elle aussi donnée par l'arbitraire de la représentation. La description doit être aussi totale que la première fois. À si près, cependant, que rien de ce qui a été mentionné dans la description première ne doit être répété dans la seconde. S'ils sont mentionnés les différences. Ainsi pour la troisième par rapport
aux deux autres. Et si indéfiniment. Si bien qu'au bout du compte, tous les traits différents de tous les végétaux ont été mentionnés une fois, mais jamais plus d'une fois. Et en groupant autour des premières descriptions celles qui ont été faites par la suite et qui s'allègent à mesure qu'on progresse, on voit se dessiner à travers le chaos primitif le tableau général des parentés. Le caractère qui distingue chaque espèce ou chaque genre est le seul trait mentionné sur le fond des identités silencieuses. En fait, une pareille technique serait sans doute la plus sûre, mais le nombre des espèces existantes est tel qu'il ne serait pas possible d'en venir à bout. Cependant, l'examen des espèces rencontrées révèle l'existence de grandes familles, c'est-à-dire de très larges groupes dans lesquels l'espèce et le genre ont un nombre considérable d'identités. Et si considérable qu'ils se signalent par des traits fort nombreux, même au regard les moins analytiques. La ressemblance entre toutes les espèces de renoncule ou celle entre toutes les espèces d'aconie, tombe immédiatement sous le sens. À ce point, il faut, pour que la tâche ne soit pas infinie, renverser la démarche. On admet les grandes familles qui sont évidemment reconnues et dont les premières descriptions ont, comme à l'aveugle, défini les grandes traits. Ce sont ces traits communs qu'on établit maintenant d'une façon positive. Puis chaque fois qu'on rencontrera un genre ou une espèce qui en relève manifestement, il suffira d'indiquer par quelle différence ils se distinguent des autres qui leur servent comme d'un entourage naturel. La connaissance de chaque espèce pourra être acquise facilement à partir de cette caractérisation générale. Nous diviserons chaque des trois règnes en plusieurs familles qui rassembleront tous les êtres qui ont entre eux des rapports frappants.
Nous passerons en revue tous les caractères généraux et particuliers aux autres contenus dans ces familles. De cette manière, on pourra être assuré de rapporter tous ces êtres à leur famille naturelle. C'est ainsi qu'on commence par la fouine et le cou. Le chien et l'heure en connaître suffisamment le lion, le tigre, l'aigle, qui sont des animaux de la même famille. On voit tout de suite ce qui oppose méthode et système. Il ne peut y avoir qu'une méthode. On peut inventer et appliquer un nombre considérable de systèmes. Adenson en a défini 65. Le système est arbitraire dans tout son déroulement. Mais une fois que le système est variable, le caractère a été défini au départ. Il n'est plus possible de le modifier, d'y ajouter ou d'en retrancher même un élément. La méthode est imposée du dehors par les ressemblances globales qui apparentent les choses. Elle transcrit immédiatement la perception dans le discours. Elle demeure en son point de départ au plus près de la description, mais il lui est toujours possible d'apporter au caractère général qu'il a défini empiriquement les modifications qui s'imposent. Un trait qu'on croyait essentiel à un groupe de plantes ou d'animaux peut très bien n'être qu'une particularité de quelqu'un si on découvre qui, sans le posséder. Appartenant d'une manière évidente à la même famille. La méthode doit toujours être prête à se rectifier elle-même. Comme le dit Adenson, le système est comme la règle de fausse position dans le calcul. Il résulte d'une décision, mais il doit être absolument cohérent. La méthode, au contraire, est un arrangement quelconque d'objets ou de faits rapprochés par des convenances ou des ressemblances quelconques. Que l'on exprime par une notion générale est applicable à tous ces objets, sans cependant regarder cette notion fondamentale ou ce principe
comme absolu ni invariable, ni si général qu'il ne puisse souffrir d'exception. La méthode ne diffère du système qui par l'idée que l'auteur attache à ses principes, en les regardant comme variables dans la méthode et comme absolus dans le système. De plus, le système ne peut reconnaître entre les structures de l'animal ou du végétal que des rapports de coordination, puisque la caractère est choisi, non pas à raison de son importance fonctionnelle, mais à raison de son efficacité combinatoire. Rien ne prouve que dans la hiérarchie intérieure de l'individu telle forme de pistil, telle disposition des étamines entraîne telle structure. Si le germe de la daxa est entre le calice et la corolle, si dans l'arôme les étamines sont disposées entre les pistils, ce ne sont là ni plus ni moins que des structures singulières. Leur peu d'importance ne vient que de leur réalité alors, que l'égale division du calice et de la corolle n'a d'autre valeur que sa fréquence. En revanche, la méthode, parce qu'elle va des identités et des différences les plus générales à celles qui le sont moins, est susceptible de faire apparaître des rapports verticaux de subordination. Elles permettent, en effet, de voir qu'elles sont caractères assez importants pour n'être jamais démentis dans une famille donnée. Par rapport au système, le renversement est très important. Les caractères les plus essentiels permettant de distinguer les familles les plus larges et les plus visiblement distinctes, alors que pour Tournefort ou Linné, le caractère essentiel définissait le genre, et il suffisait à la convention de naturaliste de choisir un caractère factice pour distinguer les classes ou les ordres. Dans la méthode, l'organisation générale et ses dépendances internes, l'importance sur la translation latérale d'un équipement constant de variables.
malgré ces différences, système et méthode reposant sur la même socle épistémologique. On peut le définir d'un mot. On distingue que dans le savoir classique, la connaissance des individus empiriques ne peut être acquise que sur le tableau continu, ordonné et universel de toutes les différences possibles. Au XVIe siècle, l'identité des plantes et des animaux était assurée par la marque positive, souvent visible mais cachée parfois. Dont il était un porteur, ce qui, par exemple, distinguait les diverses espèces d'osieux. Ce n'étaient point les différences qui étaient entre elles, mais le fait que celle-ci chassait la nuit, que celle-là vivait sur l'eau, que telle autre se nourrissait de chair vivante. Tout être portait une marque et l'espèce se mesurait à l'étendue d'une blason commune. Si bien que chaque espèce se signalait par elle-même, énonçait son individualité indépendamment de tous les autres. Celle-ci aura très bien pu ne pas exister. Les critères de définition n'auraient pas été modifiés pour les seuls qui seraient demeurés visibles. Mais à partir du XVIIe siècle, il ne peut plus y avoir des signes que dans l'analyse des représentations, selon les identités et les différences. C'est-à-dire que toute désignation doit se faire par un certain rapport à toutes les autres désignations possibles. Connaître ce qui appartient en propre à un individu, c'est avoir par devers soit le classement ou la possibilité de classer l'ensemble des autres. L'identité est ce qui la marque se définissant par le résidu des différences. Un animal ou une plante n'est pas ce qu'indique ou trahit le stigmate qu'on découvre imprimé en lui. Il est ce que ce ne sont pas les autres. Il n'existe en lui-même qu'à la limite de ce qui sont distingués. Méthode et système ne sont que les deux manières de définir les identités par le réseau général des différences.
Plus tard, à partir de Cuvier, l'identité des espèces se fixera aussi par un jeu de différences. Mais celles-ci apparaîtront sur le fond des grandes unités apparaîtront sur le fond des grandes unités organiques ayant leur système interne de dépendance. Squelette, respiration, circulation. Les invertébrés ne seront pas définis seulement par l'absence de vertébrés, mais par un certain mode de respiration, par l'existence d'un type de circulation et par toute une cohésion organique qui dessine une unité positive. Les lois internes les lois internes de l'organisme deviendront à la place des caractères différentiels l'objet des sciences de la nature. La classification comme problème fondamental et constitutif de l'histoire naturelle s'est logé historiquement et d'une façon nécessaire entre une théorie de la marque et une théorie de l'organisme.